Bienvenue à vous, bienvenue dans ces Club Plus, un numéro spécial parce que nous sommes en pleine période électorale. Vous savez très bien que ce processus électoral, Club Plus, Télé Plus, nous suivons aussi de très près ce processus électoral. C'est pourquoi, pour ce nouveau numéro, nous avons reçu un expert en matière électorale, d'où nous allons analyser, décrypter. Nous allons parler sur les forces, les faiblesses, mais aussi les défis à relever par la centrale électorale. Déjà, il y a déjà la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Et pour en parler, nous recevons monsieur Patrick Boketchou. Il est candidat député national et provincial dans la circonscription électorale de la Funa et aussi à Kalamou, il est candidat député provincial, ensemble avec lui qui est aussi expert en matière électorale dont il a participé dans les 3 cycles électoraux en tant qu'agent. Il a de quoi nous parler aussi, nous allons bénéficier de son expertise aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur les journalistes. Alors, merci et très heureux de vous recevoir pour la première fois à ce numéro, à cette émission Club Plus. Merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, nous allons aborder des questions liées aux élections, le processus électoral qui est d'actualité. Vous êtes assez expérimenté dans ça parce que vous avez participé dans les 3 cycles électoraux. D'abord, comment évaluez-vous les 3 cycles électoraux précédents et l'actuel cycle électoral? Comment vous sentez? Est-ce qu'il y a une avancée? Le processus est en train de stagner en RDC ou nous sommes en train de reculer? Merci pour la question. Je crois que le premier cycle électoral qui était présidé par M. Labé Malumalu, comparativement au deuxième cycle, nous disons que le deuxième cycle a connu de recul par rapport au premier cycle. Okay. Et puis, le troisième cycle conduit par Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Corneille Nangaa, ce cycle-là également a connu aussi des problèmes et qu'on a qualifié aussi de cycle chaotique. Donc, ça ne nous a permis de dire que par rapport au premier cycle, le deuxième, troisième cycle, il n'y a pas eu des avancées notables. Il n'y a pas eu des avancées notables. C'est comme ça que, à la fin de ces cycles, compte tenu de plaintes de la population, des irrégularités, on a amené les problèmes, si vous voulez bien, au niveau de l'Assemblée nationale pour corriger toutes ces faiblesses-là, le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. On a corrigé ces faiblesses. C'est comme ça qu'il y a un nouveau cadre juridique qui parle d'une nouvelle loi électorale. Et avec cette loi, je crois que M. Denis Kadima va tenir bon, va appliquer que la loi pour que nous ne puissions pas connaître les mêmes élections que nous avons connues il y a des 3 cycles passés. Alors, les 3 cycles passés sont déjà une expérience que la RDC a vécue. Mais pour cette fois-ci, M. Patrick Boketchou, pensez-vous que ce processus ici, le processus électoral en cours, par rapport, comparativement aux autres cycles, est-ce que celui-ci, la population congolaise, ou soit vous aussi, faites confiance à ce processus électoral, ou soit au bureau de la CENI? Bon, je crois que faire confiance au processus électoral, oui, si vous ne faites pas confiance au processus électoral dans lequel vous-même vous êtes engagé, vous allez faire confiance à qui? Nous faisons confiance parce que jusque-là, la feuille de route élaborée par la CENI, en tout cas jusque-là, cette feuille de route est en train d'être respectée. Est en train d'être respectée, mais vous savez, il n'y a pas une élection totalement parfaite
Vous avez connu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump et Joe Biden. Oui. Donc, pour dire que des élections, il y a toujours des contestations, il y a toujours des problèmes. Ça ne manque pas. Alors, il y a toujours de contestations, il y a toujours de problèmes, mais il y a aussi moyen de mieux faire dans le processus électoral. Alors, nous allons essayer un peu d'évoquer cas par cas. On peut prendre le cas de la carte d'électeur. La carte d'électeur, il y a même le cardinal à l'époque, lors de l'enrôlement, a essayé un peu de critiquer aussi sur la carte d'électeur actuelle. Il se pose un problème, vous êtes candidat, il se pose un sérieux problème. En 2006, la carte elle était très bonne. En 2011, le premier cycle, le deuxième, le troisième cycle. Mais cette fois-ci, déjà, la population se plaint parce que la carte n'est pas de bonne qualité. Parfois, les écrits s'effacent facilement. Et nous sommes à quelques semaines, bien que la CENI avait déjà lancé l'octroi des duplicata à la population congolaise, mais d'autres ont du mal à se procurer. Mais la population en est déjà découragée pour ce processus concernant la carte d'électeur. Est-ce qu'il y a moyen de mieux faire des choses ou soit c'est un sabotage du côté de la centrale électorale? Oui, merci pour la question. La carte d'électeur pose un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est au niveau de la formation des opérateurs de saisie que le problème est venu ou au niveau de la qualité du matériel. Avec l'expérience que la CENI a de 3 cycles, on ne pouvait pas avoir de problème de carte d'électeur. Exactement. Ça, on ne pouvait pas avoir. Parce que la machine qu'on a utilisée pour enrôler les électeurs en 2018, je crois que cette machine-là n'a pas posé problème. Et même moi-même, je me demande pourquoi cette fois-ci, on a laissé ces machines-là à côté. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande. Mais, bien que la centrale avait évoqué qu'il y aura une innovation avec les codes QR et tout ça, mais bon. Évidemment, la CENI, bien qu'on délivre les duplicata, mais je ne crois pas que la CENI, avec le temps qui nous reste pour aller aux élections, je crois que c'est un sérieux problème. La CENI ne saura pas satisfaire tout le monde d'obtenir le duplicata. Parce que ce problème-là, c'est un problème sérieux. Très sérieux. Un problème sérieux, et c'est un problème sérieux et un problème général. C'est un problème général, donc je ne sais pas comment la CENI va s'en sortir, à moins que la CENI prenne d'autres dispositions, parce que jusque-là, il y a des oui-dire que lorsque vous avez une carte dont le nom, la photo sont effacés, évidemment, vous ne pouvez pas voter même si votre nom figure sur la liste électorale. Vous ne pouvez pas voter. Alors là, ça pose un problème. Je vois très mal un électeur qui vient voter et qu'il est devant le bureau de vote et qu'il voit son nom sur la liste et que l'empêche de ne pas voter. Je crois que ça va poser un sérieux problème. Il y aura des conflits et je crois que ça ne sera pas bien, ça ne va pas honorer la CENI, à moins que la CENI prenne d'autres dispositions pour demander à tout le monde d'aller voter. Aujourd'hui, vous, en tant que vous avez de l'expérience dans ça, qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à la CENI? Parce qu'il nous reste quelques semaines avant les élections. Aujourd'hui, que peut faire la CENI pour résoudre plus vite? Je crois que c'est un peu difficile à l'heure actuelle pour que la CENI reprenne cette opération de la révision du fichier avec de nouvelles machines. C'est pratiquement impossible à quelques jours des élections. Mais je crois que la CENI pourrait autoriser des gens qui ont le nom sur la liste électorale affichée devant les bureaux de voter. Parce que ce n'est pas la faute aux électeurs, c'est la CENI qui leur a octroyé de délivrer ces cartes-là. Alors pourquoi ces électeurs vont payer
cette faute-là de la CENI. À la CENI C'est à la CENI justement d'assumer les conséquences. Alors, est-ce qu'aujourd'hui aussi, en parlant des électeurs, il y a déjà une liste des électeurs qui, selon la CENI, qui devraient déjà être affichés devant les bureaux de vote et tout ça. En parlant du fichier électoral qui a connu beaucoup de problèmes, vous, en tant qu'expert, parce qu'avec les 3 cycles électoraux précédents, aujourd'hui, avec ce fichier électoral, est-ce que c'est normal aujourd'hui que la CENI procède de cette manière ou il y a moyen de rectifier? Bon, à l'heure actuelle, je dis que c'est difficile. Je ne suis pas dans la cuisine interne de la CENI, de ce que pensent les bureaux, mais moi je crois que afficher la liste des électeurs devant les bureaux de vote, c'est ça l'option et c'est ce que exige la loi. Exactement. Bon. La CENI évoque le problème des intempéries qui peuvent abîmer ces listes-là, parce que ces listes-là, ce ne sont que des papiers duplicataires, et lorsque ces papiers duplicataires sont mouillés, soit par l'eau de la pluie, ça peut abîmer ça. Ou des inciviques peuvent venir enlever ces listes-là, et c'est par rapport à ça, justement, que la CENI est en train d'hésiter pour afficher ces listes-là. Mais la CENI nous a dit que si vous entrez dans le site, vous allez voir ces listes-là des électeurs. Et en parlant aussi de la cartographie, cette fois-ci, ça ne sera pas comme lors des enrôlements, où il y avait une cartographie de bureaux, mais certains bureaux n'ont pas fonctionné. Et la population avait du mal aussi à avoir la carte d'électeur. Avec cette cartographie que la CENI a déjà publiée, on peut espérer que cette fois-ci, ça sera respecté. Évidemment, la cartographie, c'est pour corriger l'éloignement de certains bureaux ou de certains centres d'inscription par rapport au lieu de la population. Et la CENI a corrigé, réduit les distances pour permettre à ce que tout le monde puisse s'enrôler. Également, avec le bureau de vote, aussi, la CENI a multiplié, a ajouté d'autres bureaux pour toujours réduire les distances entre la population et les bureaux, les lieux de vote. Je crois que la CENI a fait ce travail-là. Et c'est très important parce que, vous savez, nous avons des mamans qui ont des fois du mal à se déplacer avec le rhumatisme et tout ça. La CENI a donc intérêt à faciliter à toutes ces personnes-là de 3e âge de ne pas parcourir de longues distances pour aller voter. Parce que la CENI a besoin que toute la population puisse participer à ces votes. Alors, en parlant de l'inclusivité, se pose un problème. La RDC est agressée par le Rwanda depuis un bon moment. Il y a une certaine partie de la population congolaise qui ne s'est pas fait enrôler. Et le risque est que cette population aussi risque de ne pas voter comme c'était le cas en 2018. Nous sommes allés aux élections sans baigner certains territoires. Mais pour cette fois-ci, est-ce que, en tirant l'expérience de ces 3 cycles électoraux, c'est devenu une habitude d'aller aux élections sans certaines parties, sans une partie de la population, où le gouvernement et la CENI doivent se battre à ce que toute la population puisse participer pour voter le président de la République, leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de mettre l'inclusivité dans ce processus? Évidemment, ça c'est les soucis de tout le monde, les souhaits de tout le monde, c'est que toute la population de notre pays participe aux élections. Mais il y a ces problèmes de l'Est, une partie qui est toujours en guerre. Et la CENI a peur d'exposer ses agents pour faire ce travail-là d'enrôlement. Comment on peut faire l'enrôlement lorsque
la garantie de la sécurité n'est pas assurée. C'est un problème. C'est un problème. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais je crois que nous risquons d'aller aux élections sans ces trois provinces-là. En tout cas, ces territoires-là, nous risquons d'aller aux élections sans que ces territoires-là, les habitants puissent être enrôlés et participer aux élections. Je ne pense pas parce que l'État est resté vraiment très minime et je ne vois pas comment on peut s'en sortir devant ces difficultés. Je ne pense pas. Alors, moi, vraiment, d'un miracle. D'un miracle, parce que, bon, mais la CENI aussi avait prévu faire des enrôlements, mais jusque-là, ça traîne encore. Mais avec ce qui se passe dans la partie Est, nous espérons qu'une solution sera trouvée. Et oui, évidemment, espérons que la paix revienne, mais c'est un problème. Alors, en parlant de MAV et de MAV ADEV, qui veut dire des machines à voter, au dispositif électoral de vote, cet outil machine à voter qui a créé des problèmes en 2018, la population n'en voulait pas et la CENI avait vraiment insisté sur la machine à voter et la population avait quand même voté avec la machine à voter. On change ça de MAV à DEV, dispositif électoral des votes, au fait pratiquement la même pratique, excusez-moi pour la tautologie. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, parce que vous avez évoqué aussi la nouvelle loi électorale, pourquoi aujourd'hui la CENI revient toujours avec ces dispositifs numériques, électroniques? Oui, parce que d'abord, cet dispositif électoral, qui est la machine, facilite d'abord la tâche pour le comptage. Okay. Ça, c'est comptage automatique, mais aussi, il y a le comptage manuel. Exactement. Hein, il y a le comptage manuel. Vous avez vu que la CENI, aux élections de 2018, a publié les résultats sans entendre à ce que le bureau de centre local de compilation des résultats n'est terminé. Mais la CENI a publié les résultats. C'était justement grâce au flash disque que la CENI a utilisé pour envoyer les résultats par satellite. Et on a publié les résultats. Je crois que c'était une faute parce que la loi n'autorise pas la CENI de faire ça. La CENI devrait attendre à ce que le comptage manuel dans des centres de compilation termine et comparer ces deux résultats et chercher à corriger là où il faut corriger et pour qu'on puisse définitivement proclamer et envoyer ces résultats à la Cour constitutionnelle pour la confirmation. Mais la CENI n'a pas fait ça. Et je crois que parmi les faiblesses de la CENI, la loi, cette fois-ci, n'autorise pas. La loi est stricte. Il faut que les résultats soient affichés bureau par bureau. Et la CENI doit attendre à ce que le comptage, la compilation dans des centres locaux soit terminée pour que la CENI puisse publier les résultats. Alors, nous attendons, nous espérons. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de vous. Vous, en tant que candidat député national, j'aimerais vraiment qu'on soit bilingue, hein, puisqu'on a parlé du procès électoral. Ouais, c'est intéressant aussi de parler de vous. Monsieur Patrick Boketu, ici, on a entendu que vous avez de l'expérience du côté de la matière électorale. Vous avez participé en tant qu'agent électoral dans les 3 cycles précédents. Pour d'agent électoral, comme le candidat. Avant de savoir aujourd'hui l'objectif qui vous a poussé aujourd'hui d'être candidat, bien que nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, on doit le souligner. Mais d'abord, qui est Patrick Boketu?
Bon, La merci. population congolaise et peut savoir confiance. Ok. Je m'appelle, comme vous avez dit, Bokechu Itefele Patrick, connu sous le nom de Pati Bokechu. Ok. J'ai évolué beaucoup à la paroisse, comme... Ah, donc vous êtes catholique? Oui, oui, à l'église catholique, comme berger de la communauté famille chrétienne dans le noyau Yolo Sud-Macaire. Okay. Et puis, j'ai été aussi président de la commission de CVB. Et j'ai fait aussi partie, je suis aussi membre au renouveau charismatique. Okay. Je suis dans le parti de son Excellence, M. Adolphe Muzito, okay, que nous appelons le grand visionnaire, lui aussi candidat à l'élection présidentielle, okay, le numéro 24. Ce qui m'a poussé à me présenter pour la députation nationale et pour la députation provinciale, c'est justement pour changer un peu les choses, faire autrement. Vous savez que notre district de la Funa connaît beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, c'est dans toutes les communes. Le problème d'insécurité, les problèmes d'insalubrité, les problèmes sociaux, le banditisme urbain. Je crois qu'il y a moyen de changer ça. Il y a moyen de changer. Il y a moyen de changer ça. Oui, il y a moyen de changer. On doit voir le problème autrement. On doit chercher des solutions autrement. Nous disons, moi je dis toujours, pourquoi ne pas créer une unité uniquement contre le Kuluna, par exemple. En parlant de l'insécurité, tout le monde, presque tout le monde en parle concernant l'insécurité, le Kuluna et tout ça. C'est une situation qui date de très longtemps. Et beaucoup ont du mal aujourd'hui à résoudre ça. Vous, en tant que, si aujourd'hui vous êtes élu député national, quel serait votre apport aujourd'hui pour résoudre? Justement, c'est ce que j'étais en train de parler. Je disais donc qu'il faut qu'on crée une unité. Okay. Une unité uniquement qui va s'occuper de Kuluna. C'est vrai que ces problèmes-là datent de très longtemps et on voyait venir ces problèmes. On voyait venir ces problèmes. Vous savez, beaucoup des enfants qui sont devenus Kuluna, beaucoup de ces enfants, quelques cas, il y a des exceptions, mais beaucoup, leurs parents, ce sont des filles, des jeunes filles qui baladent par-ci par-là et attrapent des grossesses avec n'importe qui n'assurent pas l'éducation des enfants. Ces enfants sont abandonnés auprès de leur grand-mère qui ne peuvent rien, sans moyens, sans ressources. Qu'est-ce qu'une grand-mère peut faire pour son petit-fils? Pratiquement rien. Alors, ces enfants, étant donné qu'ils sont abandonnés, ils n'ont pas bénéficié d'affection. Ces enfants commencent justement à se comporter de cette façon. Vous savez, un enfant qui n'a pas bénéficié d'affection, c'est comme un animal. Hein? C'est comme un animal parce que ce que font ces enfants, c'est abominable. Ces enfants peuvent tuer quelqu'un comme ça. Ces enfants qui prennent des machettes et vous égorgent, c'est que ces enfants n'ont pas bénéficié de l'affection. Okay. Et l'État doit appliquer toute la rigueur de la loi. Vous savez, il y a des années passées, à l'époque de l'ancien régime, à l'époque du MPR, je crois que à cette époque-là, il y avait un camion, nous avons connu ça, qui circulait la nuit, 18h30, 19h. On ne peut pas voir un enfant moins de 18 ans est en train de circuler. Et on appelait ça Kingabois. Ces camions arrêtaient les mineurs. Aujourd'hui, il va pas comme pas. Ces camions arrêtaient les mineurs. Et tous les parents prenaient toutes les dispositions pour que les enfants à 18h, 19h ne circulent pas dehors, ne soient pas dehors. Et c'était un encadrement que l'État avait
forcer aux parents qui étaient un peu négligents d'appliquer, de serrer leurs enfants. Et ces enfants, un enfant qui est dehors, qu'est-ce qu'il gagne? Un enfant qui est dehors rencontre des problèmes. Exactement. Un enfant qui est dehors rencontre des problèmes et ça ne profite pas à son éducation. Mais il y a aussi... Et ça ne profite pas à la société. En parlant aussi, à part l'insécurité aussi, l'insalubrité aussi. L'insalubrité aujourd'hui, avec plusieurs projets, parce qu'en fait, sur le plan national et provincial aussi, et le problème est loin d'être résolu apparemment ici à Kinshasa, et voir l'insalubrité être vaincue à Kinshasa, aujourd'hui, c'est presque impossible. Le problème de l'insalubrité aussi, à cette époque-là, toujours, de cet ancien régime, vous savez, il y avait un service d'assainissement. Il y avait un service d'assainissement qui passait de maison à maison pour pouvoir attester, voir si votre toilette est tenue en bon état et voir si devant votre canal, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de boîtes de conserve jetées par-ci par-là. Et il consultait même, il regardait même votre poubelle si ça ne contient pas de boîtes de conserve. Parce qu'avec des boîtes de conserve, c'est vraiment une maternité pour les moustiques. Et il y avait aussi, et si ces services-là vous trouvent avec ces boîtes de conserve, on vous colle une amende. Et avec cette amende-là, l'État pouvait faire beaucoup de choses. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de gens. Aujourd'hui, vous savez que la population, il y a une surpopulation à Kinshasa. Et évidemment, ça peut marcher évidemment, ça c'est vrai. Il y a une surpopulation à Kinshasa, ça c'est vrai. Mais l'État ne doit pas croiser le bras et abandonner la population, dire qu'il y a une surpopulation. L'État trouve toujours des moyens pour résoudre des problèmes. Nous avons beaucoup d'espace, c'est pourquoi l'État n'a pas pensé à ce qu'il puisse construire pour loger tous ces gens-là aujourd'hui. Il y a des espaces. L'État pouvait construire des habitations pour la population. Vous savez, en France, à un moment donné, l'État a connu ces problèmes-là de la surpopulation. Mais l'État a construit les appartements qu'on appelle en français HLM. C'était justement pour trouver des solutions parce qu'il se posait un problème de logement en France. Nous, on peut aussi également faire la même chose. Surtout que nous avons des espaces. N'oubliez pas que la RDC, c'est 2 345 410 000 km². C'est à peu près 8 fois la France. Si la France a trouvé la solution à ces problèmes-là de logement, a fortiori, nous qui avons des grands et des grands espaces. Je crois que c'est la responsabilité de l'État de résoudre ces problèmes. Alors, voilà. La surpopulation. Non, question dans notre nom, M. Patrick Bokéchou, connu sous le nom de Patrick Bokéchou, mais aussi un nom que vous n'avez pas soulevé, Matembele Simandaku. Matembele Simandaku. Matembele Simandaku, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, la population de ma circonscription, cette population peut venir me trouver, me demander, me poser des problèmes qui se passent dans notre circonscription à n'importe quel moment. Patrick Bokéchou, une fois élu, vous changez d'adresse, police comme il bosse au Pango, Jeep comme une cortège, et comme une audience pour Royambayo. Mais en tout cas, oui, monsieur les journalistes, je crois que c'est vraiment une question pertinente. Moi, je suis un natif de Yolo. J'ai eu la grâce que j'ai un chez moi. Pourquoi ne pas améliorer ça à mon goût une fois élu député? Pourquoi ne pas améliorer cette maison, construire ça comme
je veux que de quitter et d'aller ailleurs. Vous savez, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais après 5 ans, vous allez encore venir solliciter la même population de vous voter. Est-ce que vous prenez cette population pour des idiots? Ce ne sont pas des idiots. C'est un contrat de confiance que nous allons signer avec la population. C'est pour résoudre les problèmes dans mon district et je n'ai aucun intérêt de me déplacer, d'aller ailleurs. Mais du moins, je vais arranger là où je suis, comme je veux. Si je veux que ça soit une maison comparativement à une autre maison que je peux envier à Limete ou à Gombe, je peux faire ça sur place. Ok. Alors, mais certains aussi disent que les déplacements, c'est parce que ils ont parfois marre des doléances de la population. Quand on me dit pourquoi la population roya, oh, nous minerval, santé à déranger, tout ça. C'est parfois ça qui pousse les députés à quitter la population. Est-ce que vous aurez vraiment ce cœur-là de rester près de cette population? Il faut faire avec. Vous savez que notre population est pauvre. Et puis, vous verrez, il y a la promiscuité, c'est-à-dire qu'à côté d'un homme riche, il y a un très très pauvre. Hein, et ça dérange. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est notre pays, c'est notre district. On ne peut pas fuir parce qu'il y a des dérangements. Moi, je n'appelle pas ça un dérangement. J'appelle ça, c'est de la pauvreté. Déjà, on des problèmes. Tant soit peu, on peut tenter de résoudre ces problèmes-là. Quelqu'un peut vous apporter, par exemple, une ordonnance si vous n'avez pas la totalité de l'argent pour qu'il puisse payer son ordonnance. Merci beaucoup. Alors, il s'agissait bien de M. Patrick Bokechu. Il est candidat député national à la FUNA, également candidat député provincial à Kalamou. Avec lui, nous avons essayé de beaucoup parler de questions liées aux élections. Nous avons relevé les forces, faiblesses et défis que connaîtra aussi la centrale électorale dans ce processus électoral. Mais aussi nous avons parlé de lui parce qu'il est candidat. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent être candidats. Mais quels sont les objectifs et aussi le but d'être candidat? Est-ce qu'ils veulent devenir candidat député national pour gagner 21 000 $? Vous avez entendu M. Patrick Bokechu qui a parlé ici à Télé Plus. Vous, la population congolaise, vous avez écouté. Si aussi, moi en tout cas j'insiste, j'aimerais vraiment souligner, je vais le dire en lingala. Topé sa chance na ba o ba sala nante. Na ba o déjà va décevoir tout ce qu'on va faire. Aujourd'hui bientôt il y aura la retraite pour certaines personnes et il y aura aujourd'hui début de carrière pour certaines autres personnes. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Giscard Malussa, Nora, Josué et aussi Christian Olinga. Merci en tout cas pour votre fidélité. Retrouvez-nous prochainement au nouveau numéro et nous serons toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci.